De retour sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au Rebranding Africa Forum. Le forum se poursuit. Nous vous proposons de le suivre avec nous, toujours en direct de Bruxelles. Bonjour et merci de l'invitation. Merci Thierry Hott pour l'incroyable travail que ton équipe et toi vous faites pour l'Afrique. Et je dirais même au-delà, pour le monde. Je suis très, très heureux de pouvoir parler quelques minutes ici, devant vous. Monsieur le ministre, Madame la ministre, je suis particulièrement heureux de parler devant mon frère Carlos Lopez, qui est, comme vous le savez, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, mais surtout un très, très grand Africain et un grand citoyen du monde. Et je suis très touché d'être là avec lui et de partager le podium avec lui. Je voudrais rapidement peut-être parler de 2-3 choses. Premièrement, dire un mot de la situation économique globale dans laquelle on se trouve et des diagnostics qui sont faits. Et ensuite, dire les opportunités que je vois, et c'est là que la question, je pense, de l'industrialisation de l'Afrique se pose. Et peut-être terminer en parlant assez rapidement des quelques stratégies et politiques que l'on pourrait envisager pour matérialiser les visions qui sont énoncées. Les défis économiques mondiaux, je crois qu'ils sont assez clairs aujourd'hui pour tout le monde. On a eu la crise économique et financière de 2008. Depuis, on nous a promis, tous les experts, tous les instituts de prévision, tous les organismes internationaux qui ont la spécialité de prévoir la croissance, tous les 3 et 6 mois révisent à la baisse leurs projections. En fait, on se retrouve en vérité depuis 2008 dans une nouvelle croissance très faible quand elle existe, et en tout cas pas suffisante pour créer les emplois dont la planète a besoin. C'est lié évidemment aussi à des facteurs non économiques, des facteurs politiques, des facteurs de tension. Mais en tant qu'économiste, je soulignerai surtout ce que je considère comme un mauvais diagnostic qui est fait d'une manière générale. Si vous interrogez les grands économistes et les grandes institutions économiques internationales sur la cause principale de la faible croissance que l'on observe dans le monde aujourd'hui, ils vous diront, dans les pays industrialisés comme la Belgique, comme les États-Unis ou ailleurs, le coupable serait la faible productivité. Et c'est ce que vous trouverez dans tous les rapports de toutes les grandes organisations internationales. Et pour ce qui concerne les pays africains, les pays en développement en général, on souligne surtout la baisse des cours des matières premières, qui, c'est vrai, était très élevé pendant une longue période. Ces 2 diagnostics sont, à mon avis, beaucoup trop généralisants, et même s'il y a sans doute quelque chose de vrai dans ce qui est dit, je crois sincèrement que le vrai problème, c'est surtout le manque d'imagination qui caractérise les personnes qui prennent les grandes décisions en matière de politique économique dans le monde. Donc, en fait, parfois, je me dis, s'il y avait des gens sur une autre planète qui nous regardaient de très loin, disons de la planète Mars, si les Martiens regardaient la Terre aujourd'hui, je suis sûr que ces gens-là seraient époustouflés par ce qu'ils voient. Parce que, d'un côté, sur la Terre, il y a des pays qui ont énormément de ressources financières, plein d'argent,
d'ailleurs de l'épargne en telle quantité que les taux d'intérêt sont faibles parce qu'il y a un excès d'épargne dans certains pays. Et puis, d'un autre côté, sur la même planète Terre, il y a pourtant des pays, des régions qui ont besoin de ces ressources financières, qui ont besoin de cet argent. Il y a des opportunités d'investissement rentables qui existent pratiquement dans tous les pays en développement. Or, malheureusement, les êtres humains, nous déclarons plus intelligents que toute autre espèce qui ait jamais existé sur Terre, mais apparemment, nous n'avons pas trouvé encore la formule pour canaliser l'excès d'épargne que l'on trouve d'un côté vers les besoins d'investissement rentables qui existent ailleurs. Donc, si des Martiens regardaient ça de la planète Mars, ils se diraient, mais finalement, ces humains-là, ils ne sont pas aussi impressionnants qu'on pourrait le croire. Donc, pour moi, d'un point de vue macroéconomique, la grosse question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on canalise les ressources qui existent en grande quantité, parfois même à l'excès, dans certains endroits, vers les besoins en investissement rentable qui existent aussi en grande quantité en d'autres endroits. Et si on parvenait à le faire, ben, tout le monde y gagnerait. Ce ne serait pas du tout par charité ou pour simplement des raisons morales, mais parce que tout le monde en profiterait. Un des pays que j'admire le plus au monde, à part évidemment mon beau pays, le Cameroun, que je ne compare à aucun autre pays sur Terre, mais un des pays que j'aime beaucoup, c'est la Norvège. 5 millions d'habitants à peine, un remarquable pays qui a actuellement un fonds souverain dans lequel ils ont logé 900 milliards de dollars de pétrole, de revenus pétroliers. 900 milliards de dollars pour un pays de seulement 5 millions d'habitants à peine. Je crois d'ailleurs que les Norvégiens eux-mêmes se rendent compte que peut-être qu'ils ont économisé un peu trop d'argent et qu'il serait bien qu'ils utilisent une petite partie de cet argent pour investir dans des infrastructures, des projets d'infrastructures ici et là, et que ça serait bien, non seulement pour les Norvégiens, mais pour la planète entière. Donc voilà juste un petit exemple. Ça m'amène à mon deuxième point, qui est la question des opportunités. Et pour moi, l'opportunité essentielle dans le monde aujourd'hui, c'est l'industrialisation de l'Afrique. Et je vais m'arrêter une seconde là-dessus parce que quand on parle d'industrialisation, les gens en général sont très sceptiques, surtout lorsqu'on parle de l'industrialisation de l'Afrique. Je ne comprends jamais pourquoi. Quelles pourraient être, d'un point de vue sectoriel, les autres sources de croissance? L'agriculture, oui, sûrement, mais à condition, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Paul Fokam, que ce soit une agriculture qui soit modernisée, mais il faudrait que nous sachions aussi que, de toute façon, à long terme, une société qui se développe prend ses ressources, y compris humaines, des secteurs à faible productivité pour les emmener dans des secteurs à haute productivité. Et malheureusement ou heureusement, l'agriculture, en général, a des niveaux de productivité qui sont inférieurs à ce que l'on peut trouver dans l'industrie et dans les services. Donc c'est ce qu'on appelle la transformation structurelle. Donc nous sommes tous pour l'agriculture parce que, évidemment, dans les pays en développement, en Afrique, la plupart des populations sont dans l'agriculture. Mais nous devons savoir que si nous voulons développer l'Afrique, à moyen et à long terme, nous devons canaliser les ressources, y compris humaines, les forces de travail qui sont actuellement piégées dans une agriculture de subsistance, vers une agriculture moderne et puis l'industrialisation et les services. Je crois que ce n'est pas du tout controversé ce que je viens de dire là. Mais ce qui me fait peur parfois, c'est que je lis de grands économistes qui disent que l'on peut éviter l'industrialisation, que l'on peut sauter pratiquement de l'agriculture de subsistance vers les secteurs de services. Il y a des gens qui écrivent des livres très savants pour défendre cette thèse-là.
laissez-moi vous dire qu'elle est absolument mauvaise. D'abord, aucun pays pratiquement sur Terre ne s'est sorti de la pauvreté, n'est allé du niveau de faible revenu à un niveau de revenu intermédiaire, niveau industrialisé, sans passer par l'industrialisation. Pratiquement, ça ne s'est pas fait. Et ça ne peut pas se faire dans le cadre du contexte africain parce que les services qui sont soutenables, les vrais services, requièrent des compétences. Je n'aurai pas beaucoup de temps, mais juste un seul mot sur les approches. Premièrement, nous devons être très réalistes et très sélectifs en matière de choix des industries, des secteurs d'activité dans lesquels les États et nos pays mettent nos ressources. Ceci veut dire que dans un premier temps, le Burkina ou le Cameroun ou l'Égypte ne devraient pas considérer de soutenir et d'engager toutes sortes d'industries qui existent. Il y a un principe de sélectivité qui est important parce que les ressources sont limitées. Elles doivent donc être affectées en priorité à des secteurs d'activité où il y a un vrai potentiel compétitif et à des secteurs d'activité où on peut créer des emplois. Ça, c'est la grande leçon chinoise. Les Chinois, lorsque Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir en 78-79, il a hérité d'un pays très pauvre. Le revenu par habitant en Chine en 1979 était de moins de $200 par habitant. Moins de $200, moins d'un cinquième ce qu'il était à l'époque du revenu par habitant au Cameroun. Un pays qui n'avait ni pétrole, ni diamant, ni cacao, ni coton, pratiquement aucune matière première. Un pays qui n'avait aucune infrastructure. Un pays qui, oui, je dis aucune infrastructure parce que les gens ont tendance à croire que Mao Tse-tung avait lancé de grands programmes d'infrastructure. Non. En 1979, en Chine, il y avait moins de 3000 km de chemin de fer. En 1979, moins de 3000 km. C'est moins que le Zimbabwe aujourd'hui, moins que le Mozambique. Dans toute la Chine, vous voyez la taille de la Chine. Même sur le plan des ressources humaines, on parle beaucoup des grandes ressources humaines en Chine. Laissez-moi vous rappeler simplement qu'avant 1979, les universités en Chine avaient été fermées pendant 10 ans. Oui, Chairman Mao avait fermé toutes les universités en Chine pendant 10 ans. Donc je ne peux pas croire que vraiment le capital humain en 1979 en Chine était d'une qualité extraordinaire. Alors, M. Deng Xiaoping arrive, il hérite d'un pays où il a plus d'1 milliard de personnes affamées et en colère, et sans aucune matière première, et il réalise qu'il doit faire des miracles. Et il a dit, bon, la première chose, la seule chose que je dois faire d'abord, c'est mettre les gens au travail. Ça a l'air d'être une simple théorie de bon sens, mais ça nous échappe apparemment en Afrique. Mettre les gens au travail, parce que si vous ne mettez pas les gens au travail, quel que soit pratiquement l'argent que vous recevez dans la vente des matières premières, vous n'en aurez jamais assez pour les financer, pour qu'ils restent à la maison. Vous préparez des ennuis. Alors si vous êtes un petit pays du Golfe, ok, et que vous avez une population très réduite et que vous avez énormément de pétrole, oui, vous pouvez peut-être avoir des filets sociaux que vous financez avec l'argent des matières premières. Mais si vous êtes le Nigeria, 150, 200 millions d'habitants, ou la Tanzanie, 50 millions d'habitants, vous n'aurez jamais suffisamment de pétrole pour financer des filets sociaux pour que les gens restent à la maison. Première chose, il faut mettre les gens au travail. Et comment le faire? Il faut réfléchir aux secteurs d'activité, aux industries qui absorbent la force de travail que vous avez. Pas à des industries auxquelles vous rêvez, mais celles qui, même si elles ne sont pas très sexy, permettent aux gens de travailler. Voilà. Or ça, c'est une erreur stratégique fondamentale que nous avons commise en Afrique. Lorsque nous sommes devenus indépendants, pour des raisons compréhensibles, nos chefs d'État ont pensé qu'il fallait, dès le lendemain, ressembler à la France ou à l'Angleterre ou à la Belgique. Donc, ils ont, sur de bonnes bases, de bonnes motivations, tenté de mettre en place des industries à forte intensité de capital, alors que nous n'avions pas de capital. Au lieu de créer des industries à forte intensité de main-d'œuvre pour absorber
la force de travail et permettre aux gens de se former, d'apprendre, d'avoir la discipline qu'il faut pour progressivement fabriquer des choses qui permettent aux entreprises de gravir la chaîne de valeur. Nous n'avons pas fait ça. Et c'est ce que les Chinois ont fait. Alors lorsqu'on en parle aujourd'hui, on dit que c'est la solution chinoise. Ce n'est pas du tout la solution chinoise, c'est une solution de simple bon sens. C'est tout. Un dernier mot sur la formation pour souligner ce qu'a dit le docteur Paul Faucam-Camonier. Il a parlé de la formation et c'est un domaine que, évidemment, nous reconnaissons tous comme étant important. Mais je suis toujours très intrigué par le fait que même les pays africains qui ont mis beaucoup d'argent dans la formation n'en tirent pas les bénéfices. Il y a de nombreux pays africains qui ont consacré pendant des décennies de grosses ressources dans la formation. Mon pays, le Cameroun, mais le Ghana, le Kenya, le Bénin, pendant des dizaines d'années, et encore aujourd'hui, on forme beaucoup de gens. Mais on ne se demande jamais qu'est-ce qui arrive à ces gens-là. Les gens sont formés et puis ils s'en vont. Il y a quelques années, j'étais au Malawi et j'ai eu la chance de rencontrer le président Mutharika, pas l'actuel président Mutharika, son frère, qui était prof d'économie, et qui m'a raconté cette histoire extraordinaire. Il me dit, quand il est devenu président, il avait un seul objectif. Il se disait, quand je serai plus président, les gens parleront de moi comme l'homme qui a réalisé une chose au Malawi. Il a aidé le Malawi à avoir la meilleure formation de nurses au monde. Il a choisi les nurses. Il estimait que la santé, c'était important à plusieurs égards. Et il a dit, je vais faire 1 ou 2 mandats, si j'ai de la chance, mais la seule chose dont on parlera après mon départ, ce sera que j'ai transformé le Malawi et que les meilleures nurses du Malawi sont formées, les meilleures nurses au monde sont formées au Malawi. Et il a mis de l'argent là-dessus, il a eu une stratégie très crédible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, les grands pays du monde, et notamment la Grande-Bretagne, qui ne s'en est pas cachée, ont lancé des programmes officiels pour recruter toutes les nurses du Malawi. Alors, le président Mutharika me dit, mais je ne comprends pas, je suis en train de subventionner, pays pauvre, le Malawi, la Grande-Bretagne. Alors, à l'époque, je travaillais, comme l'a rappelé la présentatrice tout à l'heure, à la Banque mondiale, et j'en ai parlé avec des collègues au département de la recherche. Ils m'ont dit, mais ce n'est pas un problème, parce que toutes ces nurses, elles s'en vont à Londres, et puis chaque mois, elles envoient un peu d'argent à leur famille, et tout le monde est gagnant. Bon, j'ai trouvé ça un peu étrange. Bon, ce qui est clair, c'est que, comme tous les Africains, moi-même le premier, j'envoie une partie de mon salaire à la famille. Mais je ne pense pas qu'il y a dans l'histoire du monde un pays qui se soit développé parce que les gens envoient de l'argent à leur famille. Ce n'est pas ça une source de croissance soutenable. Et puis, il y a une chose que les économistes qui font ce genre de recherche n'intègrent pas dans leur régression, dans leur modèle, c'est lorsqu'une jeune fille, une jeune femme africaine bien formée quitte la ville, quitte le pays, quitte le continent, il n'y a pas simplement la perte d'une personne bien formée, il y a aussi la perte d'un modèle. Toutes les jeunes filles, toutes les fillettes du quartier qui pouvaient regarder cette fille en disant « j'ai envie d'être comme celle-là ». Du coup, elles n'ont plus ce role model, comme on dit en anglais. Elles n'ont plus ce modèle, cet exemple. Et ça, là, ces externalités positives que le seul fait d'avoir une femme bien formée dans le quartier donne à la nation, à l'économie, évidemment, les économistes ne mettent pas encore ça dans leur régression et ils nous sortent des théories qui sont, à mon avis, un peu fumeuses. Donc, juste pour dire que la formation, elle est absolument importante. Mais il faut absolument, lorsqu'on parle de capacité de formation, il faut absolument que nous intégrions ça dans des stratégies de création d'emplois. Sinon, les gens sont formés et ils s'en vont. Et le continent perd. Donc il y a plein de choses à faire. Et je suis sûr que dans le cadre d'un forum comme celui-ci, nous aurons l'occasion de mettre quelques idées sur la table. En tout cas, je serais heureux de continuer cette conversation, cet échange avec vous, y compris sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je suis très actif là-dessus et nous pouvons continuer à en parler. Merci beaucoup.
Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique africaine de l'ONU, il a annoncé, à la grande surprise, c'était une surprise générale, donc qu'il quitterait ses fonctions à la fin du mois d'octobre. Je vous demande à présent d'ovationner M. Carlos Lopez. Madame la ministre des Finances du Faso, ma sœur Rosina Coulibaly, nous avons ici le ministre belge des PME, ministre chargé des PME, Patrick Gomez, secrétaire général des ACP, Paul Fokam de Afriland First Bank, et bien sûr notre hôte Thierry. Nous sommes vraiment reconnaissants de tout ce que tu fais, ton équipe, et d'avoir rassemblé ici un groupe tellement intéressant de gens qui vont pendant 2 jours se concentrer sur la question de la branding, de l'image de marque. Et moi, je voulais justement commencer par là. Vous savez, très souvent, on a une vision, nous-mêmes, Africains et d'autres, très erronée de notre continent. Et cette vision, elle est le fruit de beaucoup d'échanges qui ont produit une perception qui est devenue une réalité, mais qui ne correspond pas aux faits. Si nous prenons le sujet du jour, on dirait par exemple que l'Afrique a un problème de dette. Bon, le problème de dette de l'Afrique, c'est parce que nous sommes un ratio entre dette et taille de l'économie, le PIB, de 30 et quelques %. Vous prenez n'importe quel pays européen, la moyenne c'est autour de 100% au plus. La moyenne de l'OCDE, c'est 120%. Le pays qui a la plus grande dette du monde, c'est-à-dire le Japon, a un ratio de 240% de sa dette par rapport à la taille de son économie. Mais on ne considère pas que le Japon est en crise. On considère que l'Afrique a un problème de dette. Pourquoi cela ? Il y a plusieurs explications. L'explication la plus simple, c'est de dire, bon, voilà, la dette, ce n'est pas seulement la taille qui compte, c'est la capacité de payer. Si le pays n'a pas les ressources pour servir sa dette, le pays peut entrer en crise, et c'est vrai. Et pourquoi, en Afrique, nous avons un problème tellement grand de payer notre dette si elle est relativement basse par rapport à la taille de notre économie ? Parce que la façon dont nous organisons la structure de l'économie est vraiment décadente, dépassée, disons coloniale. La plupart des pays africains exportent des ressources sans transformation, et cette exportation, elle occupe une place prépondérante dans l'ensemble de notre commerce, et à tel point que dans les pays qui sont vraiment très dépendants d'une certaine exportation, comme les pays pétroliers, nous pouvons arriver jusqu'à 80% d'exportation dépendante d'un seul produit. Ce qui nous amène à la situation où les États se financent presque exclusivement de cette source. C'est la source principale. Et comme conséquence, ils ne font pas tellement d'efforts pour avoir un appareil fiscal qui lui permettrait d'avoir des ressources autres que celles qui proviennent de ce type d'exportation. À telle enseigne que nous avons des situations paradoxales où la plupart de la croissance des pays viennent du marché interne à 2/3, mais nous ne sommes pas capables d'avoir une pression fiscale qui nous permet vraiment d'être là où la plupart des pays du monde sont. Normalement, les pays payent à peu près 30 à 35%, c'est la moyenne mondiale, en impôts de la taille de leur économie. L'Afrique est à moins de 17%. Ça veut dire qu'on ne paye pas suffisamment d'impôts. Et les gens vont tout de suite penser, mais c'est les pauvres qui ne payent pas d'impôts, donc comme nous sommes tous des pauvres, nous ne pouvons pas payer d'impôts. Pas tout à fait. C'est parce que nous faisons des concessions avec les grands opérateurs économiques, presque toujours étrangers, qui nous leur permettent d'avoir des activités sans payer d'impôts. Et donc, en même temps que nous avons toutes ces concessions, on souffre de la dépendance
ces mêmes entreprises nous placent, où la plupart des ressources publiques viennent justement de ces exportations, pratiquement toujours de monoculture ou de produits d'extraction minière. Donc c'est vraiment notre faute de ne pas être capable de changer la perception, d'abord pour nous-mêmes et ensuite pour la transformation des économies du continent. Et je vais vous dire combien grave c'est justement ce type de raisonnement. Vous savez, nous avons eu un PIB qui a passé de 600 milliards de dollars dans l'année 2000 à peu près 1,3 trillion de dollars aujourd'hui. Ça, c'est ce que dit la statistique officielle africaine. Mais la statistique officielle, elle est basée sur des comptes nationaux. Et les comptes nationaux, elles sont basées sur une méthodologie qui est approuvée au niveau international pour pouvoir faire des comparaisons. Cette méthodologie, elle est modernisée régulièrement. Donc actuellement, on demande par exemple que la méthodologie puisse tenir en compte beaucoup plus les activités du secteur informel, ce qui était très difficile de pouvoir accéder en termes de connaissances auparavant. Donc les méthodes ont été raffinées. Comme conséquence de cette évolution, les pays font tout le temps des ajustements par rapport à la taille de leur PIB. Non seulement la taille, mais aussi la structure. Et nous avons une situation en Afrique où seulement 12 pays, 12, sont à jour par rapport à ces exigences méthodologiques. Ce qui veut dire que le reste est en retard. Nous avons même un pays, je ne vais pas dire le nom pour ne pas gêner s'il y a quelqu'un de ce pays dans l'Assemblée, qui continue à avoir comme année de base de leur compte national l'année 1963, c'est-à-dire l'année de l'indépendance. Alors, le résultat net de cette situation, c'est que nous avons une sous-estimation de la taille de l'économie africaine. Et d'après nos calculs, c'est une sous-estimation d'à peu près 20%. Donc nous sommes 20% plus riches que nous pensons déjà. Ce qui veut dire que si on paye en termes de taxes, de fiscalité, pression fiscale, comme on le dit dans le jargon, moins de 17%, si on connaissait la vraie taille de l'économie, peut-être que ça va baisser à 12%. Comment on va se développer si on ne paye pas de taxes, si on ne connaît pas la structure d'économie, si on est complètement dépendant de projections? Et les projections sont faites ailleurs. Elles sont faites dans la base des échanges internationaux. Donc, nous ne pouvons pas vraiment nous asseoir, condamner ceux qui font des projections, que ce soit à Washington, à Paris ou autre, quand on n'a pas fait notre devoir de structurer les bases d'information qui sont les nôtres et connaître mieux la structure de notre économie qui puisse permettre d'avoir une image différente de l'Afrique. C'est ça le rebranding. C'est ça. C'est de pouvoir vraiment savoir la vérité. Mais on ne peut pas savoir la vérité si on n'est pas capable de faire vraiment le nécessaire et d'une façon méthodique. Le monde doit vraiment se réveiller sur les plaques tectoniques démographiques qui placent, qu'on le veuille ou pas, la jeunesse dans un endroit du monde, l'Afrique. En 2040, la plus grande force de travail au monde est la plus jeune, qu'on le veuille ou pas. Et donc, que ce soit le projet de Mutharika pour les infirmières, que ce soit d'autres projets innovants, la réalité, indirectement, c'est que, à fur et à mesure que la population vieillit dans toutes les régions du monde, sauf en Afrique et en Inde, ce seront les deux seules régions au monde où il n'y aura pas de même niveau de vieillissement, nous devons être préparés à avoir un contrat social différent de ce que nous avons actuellement dans le monde. Et ce contrat social signifie que nous devons attaquer les problèmes de l'Afrique comme des opportunités. Et si on va attaquer ces problèmes comme des opportunités, la sortie, c'est vraiment l'industrialisation. Je ne vais pas élaborer sur ce point parce que Célestin l'a couvert suffisamment. Je vais juste vous parler d'un détail qui complète son analyse. Quel est l'avantage du retardataire? Parce que nous sommes des retardataires dans l'industrialisation. Il ne faut pas avoir des états d'âme. Alors, le retardataire, il a beaucoup de problèmes, mais il a aussi quelques avantages.
Les problèmes, Célestin les a mentionnés. Nous sommes maintenant dans un monde où les chaînes de valeur sont globales, donc très complexes. Et on peut dire en sous-titre que nous ne dominons pas la propriété intellectuelle, nous ne connaissons pas les mécanismes de la propriété intellectuelle, les niches ont déjà été occupées dans ce domaine. Nous n'avons pas vraiment de grands centres d'innovation et de recherche technologique pour pouvoir se placer mieux dans la chaîne de valeur globale. Nous pouvons ajouter que les règles commerciales sont tellement dures actuellement que ceux qui ont fait leur industrialisation l'ont fait avec beaucoup de protectionnisme. Nous n'avons pas ce loisir, nous avons des difficultés, nous devons nous adapter à un monde qui est très différent. Nous pouvons dire que l'accès au capital est devenu vraiment une incongruence parce que même avec beaucoup d'argent et beaucoup d'épargne, on voit des taux d'intérêt négatifs parce que les gens n'ont pas d'appétit au risque, ne veulent pas aller là où il y a du risque et nous sommes considérés comme des zones à risque, etc., etc. Nous n'avons pas la formation nécessaire. Alors, quels sont les avantages du retardataire? Nous avons 3 qui sont importantes. La première, c'est notre marché interne. Nous avons déjà, mais nous allons avoir un marché interne gigantesque. En effet, il sera le plus grand du monde, parce qu'on va dépasser la Chine et l'Inde. Et parce que nous avons été épargnés, entre guillemets, de cette révolution industrielle, il y a des domaines dans lesquels il fait du sens vraiment d'investir pour le marché africain, tout simplement. Je vais vous donner mon exemple préféré, le yaourt. Pourquoi nous ne pouvons pas faire des yaourts africains? Est-ce un grand problème? Est-ce une théorie très complexe? C'est la même chose qu'envoyer un missile ou bien de trouver le mécanisme pour produire l'Airbus? Non. Yaourt, c'est simple. Mais nous importons 70% des yaourts que nous consommons. Mais quel est le problème? C'est vraiment retardataire. Donc, tout ce qui est agro-industrie, nous avons un potentiel gigantesque parce que notre marché interne est gigantesque. Et il y a beaucoup de choses qui sont juste de la transformation, pas très complexe, mais qui génèrent énormément d'emplois. L'Afrique dépense actuellement à peu près 30 milliards de dollars par an d'importation de produits alimentaires. Donc c'est quelque chose que nous pouvons vraiment combler. Deuxième avantage du retardataire, nous allons avoir la chance unique, parce que toutes les autres régions du monde sont déjà partantes depuis longtemps, de pouvoir faire notre industrialisation avec les coûts d'énergie, coûts de production, qui sont les mêmes pour les énergies renouvelables que pour les énergies traditionnelles. Donc nous pouvons sauter directement vers une industrialisation verte. Le retardataire n'a pas besoin de copier les autres, il peut sauter et aller dans la dernière étape, ce qui nous permet justement de profiter de ces coûts d'énergie. Cette incroyable opportunité n'a pas été complètement saisie encore. Il y a des pays qui ont commencé à découvrir, par exemple, qu'ils ont un grand potentiel géothermique. Le potentiel hydraulique, nous utilisons à peu près 9% du potentiel africain. Ne parlons même pas du solaire et tout ça, c'est encore plus gigantesque. Donc nous avons cette chance inouïe de pouvoir sauter les étapes. Troisième avantage du retardataire, c'est que les coûts de main-d'œuvre dans l'Asie occidentale sont en train d'augmenter considérablement. Donc le même phénomène de délocalisation de la production industrielle des pays européens, Japon, États-Unis, vers l'Asie, va se produire une deuxième fois à une échelle globale, avec la possibilité de déplacement d'une bonne partie de cette production vers d'autres régions du monde. Et l'Afrique a une possibilité. Ce n'est pas automatique. Ça va dépendre si on fait des bons parcs industriels, si on a des bonnes politiques industrielles, etc. Mais nous avons la chance de pouvoir profiter de cette délocalisation provoquée par l'augmentation des coûts de travail dans cette zone du monde. Et il va falloir que nous soyons capables d'être modestes et de viser la transformation à basse valeur ajoutée, qu'on n'ait pas vraiment l'intention tout de suite de produire des voitures très sophistiquées.
ou des avions. Non, 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 on va produire des jouets, plastiques, chaussures, des choses comme ça. Textiles. Commence par là. L'avantage, c'est que ça crée beaucoup d'emplois aussi. Et après, on va apprendre. Parce que l'industrialisation, c'est plus que de la manufacture. C'est un système de production. C'est transformer la façon dont la société s'organise économiquement. Et ce type de connaissance, on ne peut pas la sauter. Il va falloir l'apprendre. Échelle par échelle, et si on a le niveau d'ambition requis, on va pouvoir progresser et faire chaque fois plus sophistiqué, on ira plus loin. Bon, comme nous sommes en Belgique, je vais conclure quand même avec ce que j'avais préparé comme conclusion, qui est sur le chocolat. Alors, je dirais que l'industrie du chocolat est une bonne démonstration de ce que l'Afrique peut faire en termes d'industrialisation. Après la fermentation et le séchage, les fèves de cacao doivent être torréfiées, broyées et pressées pour devenir du beurre de cacao, de la pâte de cacao et d'autres produits de cacao. Et ensuite, on peut fabriquer du chocolat. On ne va pas fabriquer nécessairement du Godiva. Mais le chocolat est emballé, commercialisé et finalement vendu aux consommateurs après beaucoup de processus qui incluent le coût du branding. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le pays de Célestin, et le Nigeria représentent 4 des 5 plus grands producteurs de cacao dans le monde. Les 4 plus grands producteurs de chocolat dans le monde sont les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse et la Belgique. La plus grande société de production de chocolat dans le monde, Mars Incorporated, qui est basée aux États-Unis, a enregistré des ventes nettes l'année dernière de 18,5 milliards de dollars. Dans la même année, la valeur totale de toutes les exportations de fèves et de produits de cacao de la Côte d'Ivoire, premier producteur de cette denrée dans le monde, s'est élevée à 4,6 milliards de dollars. On peut trouver des exemples similaires dans beaucoup d'autres secteurs. Donc si on ne se réveille pas, ce n'est pas la faute des autres, c'est notre faute. Merci. Le Rebranding Africa Forum se poursuit, mais nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.